Uh. Yeah. Uh. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri et aujourd'hui focus sur une discipline cousine du triathlon, le swimrun. Et pour ça, on a la chance de recevoir Mathieu et Vincent, deux spécialistes du sujet, de pratiquants passionnés, qui en plus d'être des sportifs aguerris, puisque Mathieu est allé jusqu'à un podium au championnat du monde au Tilleux, ils sont aussi les hôtes du podcast L'Instant Swimrun qui creuse tous les aspects de cette discipline. Alors aujourd'hui, ensemble, on va découvrir un sport à la fois très unique mais très accessible pour les triathlètes. On va profiter des conseils d'experts de Mathieu et de Vincent. Et puis on va découvrir leurs anecdotes, leurs défis sportifs et leur vie de swimrunner. C'est l'épisode idéal pour découvrir la discipline ou pour affiner votre technique si vous êtes déjà adepte du swimrun. Alors sortez vos baskets et votre combi et on démarre. Mais juste avant de commencer cet épisode, on a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous pensez du podcast Devenir Triathlète X Open Tri? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus? C'est le sujet du sondage qui est disponible dans la description de cet épisode. Vous avez juste à cliquer et en 8 petites questions, vous allez nous aider à construire le meilleur podcast possible sur le triathlon. Quel genre d'invité vous privilégiez? Quel genre de sujet vous aimez? Quelle est la durée idéale du podcast? Vous nous dites tout ça et ça va nous aider à construire avec vous le meilleur podcast français sur le triathlon. Je vous remercie par avance pour votre aide. Le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et de prendre 30 petites secondes. Et d'ici là, je vous dis bon épisode. C'est parti pour discuter swimrun avec Mathieu, Vincent et Hermano. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, ça va être un épisode où on va parler évidemment discipline enchaînée, plus spécifiquement swimrun, et on va faire ça avec deux pratiquants, mais aussi deux producteurs de podcasts. Et oui les amis, on va se faire une petite entrevue entre nous, entre producteurs de podcasts. Alors on espère qu'on va pas trop vous perdre, en tout cas c'est pas l'objectif. Bref, je suis très heureux de tendre le micro à Mathieu déjà, et puis le deuxième je le présenterai après parce qu'il a la bouche pleine et ça se fait pas de parler. Non voilà, on enregistre sur le temps du midi pour être totalement transparent. On a Mathieu et Vincent avec nous. Salut les gars. Salut Armano, déjà merci de nous accueillir sur ton podcast Devenir Triathlète, franchement c'est super sympa. Bah, c'est un plaisir depuis le temps que on échange, qu'on se connaît. Alors moi, j'avoue, je vous connaissais, mais sans me rendre compte que je vous connaissais. Puis en fait, je vous connaissais assez bien. Je suis tombé sur votre podcast, enfin sur une com que vous avez faite sur Insta, sur votre podcast. Et puis tu te souviens, je t'ai envoyé un message, je dis oh mais génial, un podcast qui parle de swimrun, faut qu'on se discute. Et puis tu m'as dit bah ouais carrément, discutons. On a mis un petit peu de temps à setuper la discussion, mais voilà, nous voilà. Bah comment allez-vous les gars? Bah écoute, là c'est l'intersaison, hein, donc nous on va bien, c'est tranquille, un petit peu d'entraînement, pas trop de compétition et du temps pour travailler sur le podcast, hein, du coup. Du temps pour travailler sur le foncier surtout, oui. Ouais, on essaye aussi, mais c'est un détail ça. Maintenant, ce qui nous prend le plus de temps, c'est le podcast, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah tu m'étonnes, mais mine de rien, ceux qui ne connaissent pas, c'est vachement chronophage de créer un podcast parce que au-delà de préparer les sujets, faire les interviews, finalement ça c'est presque le plus rapide parce qu'après il faut monter, faire la promotion, refaire la promotion, refaire encore de la promotion, aller chercher des invités et en fait c'est un truc sans fin. Ouais, c'est vraiment ça quoi. On fait sauter des séances pour le podcast. Là ce midi, par exemple, je devais aller nager, mais finalement on enregistre, donc pas de séance ce midi. Ah, puis je suis sûr qu'en plus, c'est pas de chance, ça devait être une séance que des battements, enfin le genre de séance qu'on adore. C'est ça, non? Alors moi je suis nageur de formation, on reviendra dessus, mais moi j'adore ces séances-là, techniques battements, ça faisait vriller Mathieu quand il m'entraînait, mais moi c'est mes séances préférées, je pourrais passer des heures à faire ça. Bon, bah justement, on va s'y attarder alors parce que les mecs qui aiment les battements, moi je comprends pas. C'est comme ceux qui aiment la PPG. Le renfort, il en faut, mais quand même, faut pas déconner les gars. C'est clair. Non mais du coup on va laisser Vincent finir de manger hein, en disant on enregistre sur le temps du midi. Pendant ce temps-là je te taquine toi Mathieu. Ce que je te propose c'est peut-être déjà toi de te présenter, après on tendra le micro à Vincent. Dis-nous tout, qui est Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans le podcast, pourquoi avoir lancé un podcast, etc. Enfin voilà, je te laisse dérouler, t'as 2 heures. Ouais là j'en ai pour un moment là, c'est bon quoi, Vincent il va avoir le temps de finir de manger, pas de souci. Hein. Non, ouais, du coup, Mathieu Poulain, moi je suis swimrunner depuis maintenant fin 2018, donc ça fait un peu plus de 6 ans.
Et j'ai été triathlète pendant 20 ans avant. Donc voilà, pas mal l'habitude des sports enchaînés. J'ai déjà écouté pas mal de podcasts sur devenir triathlète, forcément. Wouhou! On retrouve quelques invités communs aussi. Donc voilà, c'était cool. Moi, j'ai découvert donc le swimrun au tout début via le reportage TAS2 avec David et Cédric. Donc Davidos, Cédric Fleurton. Et je m'étais dit, c'est quoi ce sport de fou? Et au final, quelques années après, voilà, j'ai rencontré Hugo au cabinet, Hugo Tormento. Que je crois Alors, que tout ça, c'est des noms qu'on connaît pas. Cédric Fleurton, Davidos, Hugo Tormento. D'ailleurs, David, si tu as toujours son contact, je veux bien parce que on n'arrive pas à l'avoir sur le podcast. Ce serait cool de l'avoir. On en parle après, pas de souci. Et voilà, et je l'ai rencontré au cabinet puisque je suis kiné sur Montpellier, kiné du sport. Et lui, il venait juste de faire OTO de ce luxe, la rotule. Et donc, à force de discuter de swimrun, finalement, j'ai testé. Et ouais, j'ai vraiment adoré le côté enchaînement, natation, course à pied en pleine nature. Et puis, ça me changeait après 20 ans passés dans le triathlon. Et du coup, pourquoi le podcast? En fait, quand on a commencé, il y avait très peu d'informations, même si quand même, il y avait le forum Swimrun France qui était bien détaillé avec leur site qui est tenu par Jean-Marie Gay et François-Xavier Ly. Ça permettait déjà d'avoir quelques infos. D'ailleurs, j'avais regardé un peu tout ce qui était testing, matos et notamment combinaison. Et je m'étais acheté une combinaison manche longue. Grosse erreur, puisque du coup, j'ai enlevé la combi une fois sur ma deuxième course. Ça faisait voilà, une semaine après la première. Et je vous déconseille parce que pour la remettre, j'ai passé 5 minutes. Je courais avec ma copine, elle a pété un câble à côté. Donc voilà, pas mal d'erreurs sur les premières courses. Et au final, on s'est dit avec Vincent, vas-y, ça serait sympa de lancer quelque chose où au début, on pourrait faire des sujets sur le matériel, sur comment en fait devenir swimrunner, comment gérer les transitions, quelle plaquette prendre, quelles chaussures prendre. Donc voilà, on s'est lancé comme ça, puis on y a inclus quelques interviews et voilà, maintenant ça fait quoi, 10-11 mois et c'est bien lancé. Voilà, vous avez dépassé la grossesse, le bébé est là. Juste pour faire une petite aparté, parce que c'est vrai que nos auditeurs, même si on parle un peu de swimrun, même si j'aime en parler, que j'essaie d'en parler le plus possible, même si on a reçu Hugo, Cédric, quand on l'avait reçu, il n'était pas encore trop dans le swimrun. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas trop. Donc le swimrun, c'est une discipline enchaînée, comme le triathlon, sauf que à la différence du triathlon où on fait d'abord la natation, après le cyclisme et après la course à pied, sur le swimrun, on enchaîne des portions de natation, de course à pied, de natation. Enfin, ça commence par la course à pied, puis après la natation, etc. C'est des portions qui sont, de par la configuration des endroits où on va le faire, qui sont jamais identiques. Typiquement, si on parle de l'Otilo, en tout cas les championnats du monde qui ont lieu en Suède, là où est née la discipline du swimrun, la plus grande portion en course à pied, si je ne m'abuse, elle doit faire 22 bornes, et la plus petite, 1500 ou 2000 mètres, quoi. Voilà. Ou plus petit encore. Bon, voilà, je suis pas encore tout à fait au fait. Peut-être que j'aurai l'occasion de tester ça. Et pareil en natation, il y a des portions très longues et puis des portions très courtes, et on alterne entre natation et course à pied. Donc quand tu disais que le néo manche longue, c'était peut-être pas une bonne idée, une des règles du swimrun, c'est qu'on doit arriver avec la même chose, avec le même matériel que celui qu'on a pris quand on est parti. Donc typiquement, si vous voulez faire un swimrun avec des palmes, pas de souci, mais il faut partir avec les palmes et arriver avec les palmes. La combinaison, c'est pareil. Et dans le matos, j'imagine que t'as pas pris de ciseaux, donc quand t'as viré la combinaison, que t'arrivais pas à la remettre, c'était un peu compliqué de couper les manches à ce moment-là, c'est ça? Ah ouais, exactement. En fait, c'était le swimrun Côte d'Azur et il y avait eu la tempête pendant toute la nuit. Et en fait, le jour de la course, c'était encore un peu la tempête, il y avait des vagues et à un moment, ils nous disent « c'est bon, ça nage plus ». Moi, je dis ça nage plus, j'avais trop chaud à courir en combinaison, je connaissais pas encore à cette époque-là, elle était super épaisse, j'enlève tout. Je me dis c'est bon, je suis tranquille. Et puis d'un seul coup, on arrive en fait à un endroit qui était un peu plus abrité et c'est parti les gars, on nage là. Ah ouais, mais non, moi je suis pas prêt quoi. Et alors la combi humide à remettre, moi horrible. Bon, on s'est fait rattraper et tout, vraiment. Hein. Ma copine elle vrille à côté. Hein. Bon voilà, donc si vous voulez éviter ce genre de situation inconfortable, au-delà d'écouter le podcast Devenir triathlète où on parle pas tant que ça de swimrun, en tout cas pour l'instant, surtout allez écouter le vôtre. D'ailleurs, tu nous as pas dit le nom. Non mais Mathieu, c'est quoi ce bordel? C'est vrai, comment j'ai pu oublier ça. Donc ouais, merci pour la passe décisive. Notre podcast s'appelle l'Instant Swimrun. Et donc on peut le retrouver à la fois sur Instagram, sur Facebook pour les réseaux sociaux, et puis sur toutes les plateformes de podcast.
Bon, bah de toute façon, on remettra ça dans les notes de l'épisode et puis on invitera les gens encore plus à aller écouter. D'ailleurs, ce serait peut-être, tiens, je m'amuserais peut-être au niveau du montage. Tu me diras quel morceau d'épisode je peux prendre et puis aller mettre un ou deux teasers, tu vois, à la fin en bonus de l'épisode pour leur donner une idée de ce à quoi ça ressemble et de la bonne humeur que vous partagez, un peu comme moi qui fais le con sur le podcast Devenir Triathlète. Bon, Vincent, ça y est, il a fini de manger, donc on va pouvoir lui tendre le micro. Vincent, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis tiens, je te pose la même question. Pourquoi le podcast? Bonjour à tous, moi c'est Vincent Fabre. Donc, alors dans la vie, c'est en changement, là, en chamboulement, parce que je suis infirmier anesthésiste de formation. J'ai travaillé à l'hôpital jusqu'à 13 ans, pendant 10 ans, et là je viens de changer pour entrer dans le milieu de l'industrie comme ingénieur d'application. Donc voilà, ça fait 10 jours aujourd'hui. Donc voilà, pas mal de taf avec le podcast à côté, et puis essayer de maintenir un peu le sport et tout. C'est vrai que c'est un peu sport, mais on espère que ça va finir par se caler. Alors, autant ta transition de nageur à swimrunner, je peux la comprendre, mais ta transition d'infirmier anesthésiste à ingénieur d'application, faut que tu m'expliques. Alors nous, on a dans l'industrie, enfin dans le milieu médical, on a des fois des gens qui viennent nous chercher pour notre expertise sur certains produits. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ce qu'on appelle les moniteurs, les scopes, ce que vous voyez avec les données, des paramètres vitaux quand vous êtes hospitalisé. Ben voilà, moi je suis en train de devenir spécialiste des scopes pour une marque. Voilà, et donc je serai en charge de former les utilisateurs, donc les infirmiers, les médecins, à l'utilisation de ces appareils-là. Voilà la transition. Tu vois, ça me fait super plaisir parce que moi, mon métier, en tout cas depuis quelques années, c'est d'être recruteur, en particulier recruteur tech. Et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a quand même des secteurs où on va chercher des gens qui viennent du métier pour les former et pour assumer des rôles beaucoup plus tech, tu vois. Parce que c'est vrai que le réflexe, quand on cherche un ingénieur d'application, on va chercher quelqu'un qui a une formation d'ingénieur. Mais ça me fait plaisir d'entendre que justement, on va chercher quelqu'un qui vient du métier et qui va pouvoir parler à ses anciens confrères homologues. C'est exactement ce qui est recherché par les sociétés. Alors, ils font des mix. Nous, la grosse population d'ingénieurs d'application, ils sont de formation ingénieurs biomédicaux, mais ils essayent de mixer avec ce qu'ils appellent des cliniques, des personnes de terrain qui ont l'habitude d'utiliser leurs produits parce que, comme tu dis, ça a une portée différente pendant les formations, pendant les démos, d'avoir quelqu'un qui connaît l'utilisation réelle qu'on fait d'un produit. Et voilà, ils se sont rendus compte que sur certains marchés, c'était vraiment une plus-value d'avoir ce type de personnes, et en tout cas d'avoir les deux types de populations, voilà, que ça nous faisait bien grandir. Donc je suis rentré dans ce contexte-là. Bon, du coup, c'est dommage, plus d'astreinte, plus de nuit, plus de garde, plus d'horaires à la con et un vrai salaire. Oh, dur pour toi. Ouais, c'est dur. Bon, alors on n'a pas encore toutes les cartes en main, mais il y a quand même des avantages. Il y a des déplacements que j'avais pas. Donc là où je dormais tous les soirs, sauf les soirs d'astreinte et les soirs de garde à la maison, bon ben là il y a quelques soirs où je suis en déplacement, mais oui, globalement, alors pas à l'heure actuelle, non, mais sur le long terme, ça devrait améliorer nos conditions de vie à ma compagne, ma fille et moi. Ouais. Ouais, et puis à ton compère de podcast, parce que du coup, ce sera peut-être plus facile aussi de caler les enregistrements, de caler les entraînements aussi. Voilà, ça va arranger pas mal de choses dans le monde du podcast et dans le monde du sport. Alors là, c'est pareil, c'est ce qu'on espère, mais c'est vrai que pour le moment, moi, j'ai dit, c'est un îlot de perte pour un océan de profit. Là, on est en plein dans l'îlot de perte. Là, pour le moment, j'ai zéro temps. Je passe ma vie à essayer de gérer des trucs, donc c'est très compliqué. Mais j'espère que d'ici 6 mois, 1 an, je serai plus libre et en effet, on pourra plus s'investir dans le podcast et je pourrai reprendre le sport comme je l'aime, c'est-à-dire plus souvent que ce que je fais actuellement. Alors justement, tu parles du podcast. Revenons-en. Je te repose la question avant que je te coupe tout à l'heure d'ailleurs. My bad. Pourquoi le podcast? On va voir si vous êtes alignés, si vous avez discuté avant ou si vous partagez la même vision. Par contre, s'il y a un divorce, je suis pas responsable, les gars. Mais pourquoi le podcast? En fait, c'est une décision qu'on a pris tous les deux avec Mathieu. Donc, normalement, on est assez alignés. Moi, ça a été pareil. Alors, moi, j'ai commencé le swimrun en 2023, donc beaucoup plus tardivement que Mathieu. Et avec un copain, Tom Rallit, qui est très connu dans le monde du swimrun, qui, lui, a pratiqué depuis déjà bien longtemps. C'est un des pionniers. Il a commencé en 2013.
2014. Donc lui, il avait une grande expérience, mais il avait arrêté depuis un moment. Et en fait, c'est vrai que quand je suis venu le chercher pour aller faire, moi, je voulais faire. Je suis un peu un mec qui aime se mettre des défis et j'avais entendu parler de l'Ultra Swimrun du Verdon. Et je me suis dit, putain, ça serait hyper bien de le faire et tout. Et j'ai regardé, en fait, ça se faisait qu'en binôme. Donc je me suis dit, qui parmi mes connaissances ou mes copains est assez bête pour venir faire ça avec moi? Et le plus bête de tous, c'était Tom Rallit. Et je savais qu'il allait dire oui, quoi. Il adore les défis, il adore qu'on le challenge. Puis on s'entend très bien. Donc du coup, je suis venu le chercher en lui disant, allez, vas-y, let's go, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Il a dit, allez, c'est combien, on y va? Donc on s'est inscrit, sauf que on s'est retrouvé avec le matériel que lui il utilisait avant, quoi. Donc on a bien compris qu'il faisait des choses mieux, donc on a essayé de se renseigner, mais le swimrun c'est difficile, c'est pas comme le triathlon, il y a beaucoup moins de communication et puis il y a beaucoup moins de matériel disponible en magasin, donc voilà, on n'avait pas de testing à part ce qu'ils avaient fait sur Swimrun France, mais bon, ça a commencé à dater un peu aussi, donc voilà, c'était compliqué. Heureusement, Tom a rencontré Mathieu un peu par hasard pendant un stage à Jetmo. Et Mathieu qui était en stage avec l'équipe de France jeune de triathlon. Et il me dit, putain, j'ai rencontré Mathieu Poulain, c'est un mec qui fait du swimrun, il est hyper fort et tout, machin. Puis surtout, il est chez Arc. Et donc il a plein de matos, il connaît plein de trucs, donc viens, on va lui demander on va lui poser plein de questions, quoi. Donc en fait on lui a demandé comment fallait qu'on s'équipe et voilà, on a fait ça. Et en fait on s'est dit, là ça va parce que c'est quand même une des meilleures marques qu'il y a sur le marché, donc on faisait pas trop d'erreurs, mais on aurait bien aimé avoir un comparatif, pouvoir essayer différentes choses ou avoir des retours de gens qui avaient essayé différentes choses, et on n'avait pas ça. Donc voilà, on a fait notre saison, on a découvert du matériel petit à petit, et en fait, finalement, cette personne qui nous paraissait un peu inaccessible à la base est devenue notre copain, Mathieu. Et puis en fait, vu qu'il m'entraînait, on discutait beaucoup, et un jour on s'est dit, putain, mais c'est quand même fou de pas avoir plus de données sur tout le matériel et tout. Et moi au départ j'étais parti sur faire des vidéos. J'avais dit, voilà, il faut qu'on fasse des vidéos sur quel matériel, des testings matériels, comment est-ce qu'on monte son pool, testing plaquettes et tout, machin. Et il m'a dit, ouais, laisse tomber, ça va être l'enfer à faire. Viens, on fait un podcast, ça va être facile. Donc on a dit, ouais, vas-y, on y va. Et c'est vraiment allé super vite. On a monté le truc. Alors lui s'est beaucoup intéressé comment on le diffusait, quelle plateforme il fallait utiliser, machin. On a tout regardé, puis on s'est dit, allez, vas-y, let's go, on enregistre notre premier épisode. On a fait ça, et en fait on avait clairement sous-estimé le temps que ça allait nous prendre. Mais voilà, ça fait bientôt un an là qu'on s'est investi à fond là-dedans. Avec les temps qu'on a y accordé, et je t'avoue que Mathieu est beaucoup plus investi que moi. Je pense que dans un binôme, c'est comme dans un couple, il y en a toujours un qui est plus investi. Là, clairement, c'est lui. Voilà, mais j'essaye de lui donner ce que je peux lui donner, et de soulager quand je peux le soulager, quoi. Mais bon, en ce moment, surtout en ce moment, c'est vraiment lui qui fait tout, quoi. Bon, bah écoute, Mathieu, bravo, hein. Je note quand même qu'il a fait une présentation de toi plus élaborée que toi-même. Donc, on va revenir à toi, Mathieu. Par contre, fais gaffe, Vincent, je pense que tu as tes écouteurs qui tapent sur ton micro, donc ça fait un petit toum, toum, toum. Et c'est pas Mathieu, parce que Mathieu, il se met en mute, hein, on le voit. Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous verrez, il y a Mathieu qui est en boîte de nuit parce que son micro, il pop, c'est excellent. Comme ça, tu vois, on fait un petit ping pour les renvoyer vers la vidéo qu'on met sur YouTube, ça ramène du monde sur YouTube. Donc Vincent, on aura compris, toi tu viens du monde de la natation, d'ailleurs on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Mathieu, toi c'est quoi ton histoire au-delà des 20 ans de triathlon plus des quelques années de swimrun? Donc tu nous as pas dit ton âge, mais comme les femmes on va pas demander, hein, sauf si tu proposes. Mais du coup, t'as vu un petit peu évoluer le monde du triathlon, j'imagine, un peu comme moi. Moi, j'ai commencé en 96 à faire mes premiers triathlons. J'ai vu comment évoluer un petit peu le monde du triathlon, comment évoluer l'esprit du triathlon, comment évoluer aussi le matos en triathlon. Au niveau du swimrun, toi, t'as vu ça comment, t'as vécu ça comment, et puis surtout, quel est ton background avant de faire du triathlon? Est-ce que t'étais coureur, nageur, cycliste? Comment t'es venu au triathlon?
Bah en fait, je suis rien du tout à la base. Tu sais, c'est ma spécialité. Hein. J'ai pas entendu. Je disais, ça fait beaucoup de questions dans une, mais c'est ma spécialité. Hein. Je noie souvent mes invités sous des questions, puis au final, ça crée des discussions. Ouais, c'est ce que je me suis dit là, pour retenir toutes les questions et répondre à tout, ça va être compliqué. Bon, on va essayer, je me lance. Donc ouais, pour commencer, j'étais ni coureur, ni nageur, ni rien du tout à la base. Moi, je viens de Brive et je faisais un peu différents sports quand j'étais jeune. Tu fais tous les sports, quoi. Mes parents m'avaient inscrit dans différents clubs. J'ai testé du foot, du tennis. Alors au foot, je laissais passer la balle passer et je discutais avec des potes. Au tennis, j'étais insupportable et j'avais pas du tout la patience pour jouer. J'ai fait du judo, ça m'a bien plu et je m'y suis accroché pendant assez longtemps. Et puis en fait, il y a eu un triathlon à Brive qu'on est allé voir avec mes parents. Et il m'avait dit, tu veux le faire? J'avais dit, oh, non, non, surtout pas, j'ai pas envie d'aller nager dans le lac. À cette époque, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Et je pense que je devais avoir 7 ans. Et finalement, on arrive et on voit les adultes. Je me souviens d'ailleurs, un des gars qui avait gagné à cette époque-là, je crois qu'il y avait le championnat de France militaire, c'était François Chabot. Donc c'est un gars quand même qui est bien connu dans le milieu du triathlon longue distance il y a quelques années. Et là, je m'étais dit, ah, c'est vrai que ça a l'air marrant. Du coup, j'avais dit à mon père, finalement, je veux bien le faire. Donc, aller-retour à la maison express. Il m'avait ramené un VTT parce que quand même, je faisais du VTT. Et j'ai testé mon premier triathlon comme ça. L'année d'après, j'ai pris une licence. Et en fait, on était un petit groupe de 3-4 potes avec qui j'étais à l'école. Et puis après, collège, lycée. Et on a continué comme ça. On s'est vraiment amusé. Donc, moi, j'ai grandi avec les magazines de triathlon comme Triathlète. Donc, je regardais toujours l'évolution matos, les chaussures. Et puis, je regardais aussi beaucoup les meilleurs, quoi. Je fais une petite parenthèse. Tous les petits jeunes là, qui comprennent pas ce que c'est qu'un magazine, hein, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a, hein, nous on est des vieux maintenant. Mais oui, à l'époque, on regardait le triathlon dans les magazines. Internet et tout ça, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux encore moins. Voilà, je referme la parenthèse. Exactement. Et en fait, je l'ai placé là parce que je crois que je t'ai entendu en parler dans un podcast il n'y a pas très longtemps ou quand j'ai écouté un vieux podcast. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je lisais des magazines à l'époque, quoi. Ça n'existe même plus maintenant. Mais bon, c'était ça. Et du coup, à l'époque, c'était justement des gars comme Cédric Fleurton, comme Fred Belobre, puis un peu plus tard, Davidos, Laurent Vidal. Et donc, quand j'ai vu le swimrun arriver sur Stade 2, pour moi, ces gars-là qui faisaient la course, ils étaient juste monstrueux et ils allaient gagner la course à coup sûr. Et en fait, ils n'ont pas gagné, quoi. Ils n'ont pas gagné et vraiment, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce sport, quoi? Et ouais, nager avec les chaussures, les plaques, ça fait bizarre. Enfin bon, pour revenir du coup au triathlon, j'ai fait un petit peu de tout, surtout du court distance. J'ai testé une fois un long. Je m'étais dit que je ferais un Ironman avant mes 30 ans. Bon, raté. Je suis passé au swimrun trop tôt. Et puis voilà. Après, j'ai perdu les questions que tu m'avais posées là d'un coup. Non, mais c'est vrai, dans le swimrun, t'as pas trop démérité, donc t'as peut-être pas fait un Ironman, mais tu t'es rattrapé. Ouais, quand j'ai commencé, moi je faisais du triathlon du coup plutôt court, hein, sprint et allez, court distance, j'en faisais quoi, 2 dans l'année. J'avais fait un petit peu les circuits D3, D2 puis D1, mais sans être aux avant-postes, hein. J'étais un nageur correct. En fait, j'étais moyen dans tout sans être excellent. Je m'entraînais correctement, mais quand j'ai découvert le swimrun, ça m'a vraiment relancé. Et finalement, en me disant, je vais m'entraîner un peu moins, il y a que 2 sports. Et en fait, ça marche jamais comme ça parce que voilà, on découvre un nouveau truc, nouveau défi et Ouais, c'est comme on va lancer un podcast, t'inquiète, ça va aller vite. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai fait moins de vélo, mais je me suis mis à nager plus, à courir plus. Et en fait, mon volume global a presque un peu augmenté. Et ouais, je me suis vraiment pris au jeu. Et depuis 2018, c'est vrai que ça a quand même bien évolué. Ouais, mais toi, tu as un unfair advantage, comme on dit aussi, c'est que tu es kiné, donc tu connais aussi bien le corps humain, enfin, tu vois, tout ce qui fait fonctionner le corps, et en particulier le côté musculaire, articulaire. Est-ce que tu joues de ça? Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que ça t'aide dans ta pratique sportive? Oui et non. Ou inversement, est-ce que c'est ta pratique du triathlon depuis le plus jeune âge qui t'a poussé vers ce métier et qui t'a aidé dans tes études ou qui t'aide aujourd'hui dans ta pratique professionnelle? Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été passionné de sport en fait. Même avant le triathlon, enfin, ça pouvait être le ski, ça pouvait être le vélo, ça pouvait être, enfin, vraiment tous les sports. J'ai toujours adoré regarder le sport, faire du sport. Et ça a clairement joué dans mes études derrière, puisque je voulais un métier qui était en lien avec le sport. Et le côté médical m'intéressait assez. Partir à la fac de médecine, c'était pour moi quelque chose qui était
pas une bonne idée parce qu'aller à la fac, je m'étais dit, je serais pas assez encadré, je vais faire n'importe quoi. Du coup, je suis parti en prépa kiné et donc j'ai fait kiné justement pour être dans le milieu du sport. Donc je savais tout de suite en rentrant en école de kiné que derrière, je voulais être kiné du sport. Et une fois sorti, je me suis formé énormément. Et justement, enfin, c'était ça qui m'intéressait, c'était d'en apprendre plus sur la physiologie, la biomécanique, comment gérer les blessures, parce que j'ai quand même souvent été blessé. Et du coup, j'ai essayé de m'appliquer sur moi ce que j'apprenais, puis l'appliquer aussi aux patients. Donc, ça permettait de tester. C'est aussi pour ça que je me suis aussi beaucoup lancé dans. Ouais, voilà. Le mal chaussé. Toujours. Au début, on pense qu'on est différent des autres, hein, mais en fait, c'est pas vrai. La blessure, c'est pareil, hein. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. Enfin, s'arrêter. Ça dépend, mais la manière de gérer est la même pour tout le monde et il faut pas croire qu'on est différent. Mais ouais, toujours vouloir rester dans le sport et ça m'aide. Et pareil, je me suis beaucoup intéressé à l'entraînement. C'est aussi ce qui m'a permis aussi de me lancer un peu dans le coaching en parallèle de l'activité kiné, parce que je voulais tester des choses, parce que je voulais apprendre comment fonctionnait mon corps et c'est sûr que ça aide. Ça aide, mais des fois on se pose aussi beaucoup de questions en voulant faire tout ça. Donc voilà, il y a un peu du pour et un peu du contre. Tu me disais qu'en triathlon, tu avais fait un peu de D2, un peu de D3, mais en étant plutôt dans le milieu du pack. Je te cite, hein, plus ou moins. En swimrun, tu as eu d'autres belles réalisations. Tu nous parles un petit peu de ton expérience swimrun? Ouais, c'est vrai qu'en swimrun, ça s'est plutôt bien passé. Après, tu vois, on en arrive à des situations où moi, comme un con, je te connais, mais je savais même pas que c'était toi et tu te rappelles de la discussion la dernière fois. Et en fait, c'est vrai que quand on a commencé swimrun, on a un peu le syndrome de l'imposteur avec ma compagne parce que on venait du triathlon, on était en plus sur Montpellier, il y a énormément de sportifs qui sont très performants et donc en fait, on se sentait pas du tout fort finalement. Moi, au mieux en D1, je me suis approché du top 40, je crois autour de la 44e place. Voilà, une année peut-être j'ai réussi à faire 5e espoir sur les championnats de France, mais c'était parce que la course était supportée par une D1 et du coup il n'y avait pas tous les espoirs présents au départ français. Donc voilà, j'avais un niveau très correct, mais j'étais pas dans les meilleurs. Donc forcément derrière, quand on a commencé, on s'est dit ouais, oui, ok, on a des bons résultats, mais finalement on n'est pas non plus très très fort physiologiquement par rapport à d'autres qu'on connaît avec qui on peut s'entraîner. Donc c'est vrai que j'ai tendance à minimiser un petit peu des fois ce qu'on a fait. Mais ouais, assez vite, dès 2019, j'ai fait une première manche au Tillot avec Hugo, qui lui revenait d'une fracture de la clavicule et en fait c'était pas du tout prévu à la base. Et pour le motiver en rééducation, j'avais dit si tu veux dans 3 mois il y a une manche au Tillot, vas-y pour une fois on y va ensemble quoi. Et à l'époque c'était pas le Hugo qu'on connaît maintenant quoi. Il commençait la course à pied, il était aussi assez souvent blessé, et il était très solide en natation mais un petit peu moins fort en course à pied. Et en fait on fait cette course et il me disait ils sont trop forts. Et moi je lui dis mais on s'en fiche, on y va, on va s'amuser, on va suivre. Et en fait pendant plus de 2h30 de course on était avec les premiers, on se dit mais en fait on peut jouer. Bon, ce jour-là j'ai fait une hypothermie, encore une fois j'ai appris et donc j'ai pris un peu cher. Après de toute façon à l'époque ils étaient quand même un peu meilleurs les Suédois et un peu plus expérimentés. Mais on a pris conscience qu'on avait quelque chose à jouer et fin 2019 on va en Allemagne à Mill Lake et là on avait vraiment l'objectif de gagner. Et on avait mis toute une stratégie en place. J'aime beaucoup la tactique. Et on a mis en place cette stratégie. On a mis une grosse sacoche en natation en jouant sur les forces d'Hugo. On n'a même pas réussi à les sortir, mais ça les a tellement fatigués derrière qu'en fait, ils ont sauté en course à pied. Et voilà, on gagne notre première manche au Tillot en 2019. Après, ça s'enchaîne un petit peu. On a fait 3e en 2021 au championnat du monde avec Hugo. Cette année-là, moi, je me suis fracturé le pied pendant la course. Donc, derrière, on a stoppé un peu notre collaboration parce que moi, je pouvais plus courir pendant 5 mois. Donc, il s'est mis à courir avec Max, le Suédois, avec qui il a gagné deux manches au Tillot. Pendant ce temps, j'ai... l'année où tu te blesses en course, si je ne m'abuse, tu te fais la cheville pendant au Tillot. Alors, je sais plus si c'était une manche, si c'était les championnats du monde. Ouais, mais t'étais quoi? Vous étiez à 20 bornes et t'as été jusqu'au bout avec ta blessure. Quand même. On était pile poil à mi-course, je crois, à 34e kilomètre. Et ouais, ça fait un peu plus de 70 la course. Bon, voilà. Mais sur le coup, ça me paraissait être une bonne idée. Je me disais, je sais pas si je reviendrai ici. Donc je me suis dit, on est encore sur le podium, on va continuer. Et ouais, Hugo avait été solide ce jour-là. Il m'a bien tracté sur la fin de course. Et voilà, quoi, finir sur le podium, c'était la première fois qu'il y avait un binôme français sur le podium. C'était vraiment un bel accomplissement. Je pense que c'est les plus grosses émotions que j'ai eues parce que ça a été très très dur l'avant-course parce qu'il y a eu quelques petits soucis. Puis la course et passer cette ligne d'arrivée ensemble après toutes les galères qu'on avait eues, franchement, c'était fort. Quand on y repense, ça fait quelque chose.
Donc du coup, ouais, j'ai fait un petit arrêt là-dessus, mais du coup après, donc toi tu te blesses, tu cours plus pendant 5 mois. Hugo lui continue avec Max, son binôme d'après. Et de ton côté? Bah, j'ai pris le temps de me reconstruire un petit peu, on va dire. J'ai fait l'année d'après avec ma compagne, on a fait 5e en mixte, ce qui était franchement une contre-performance, faut le dire. On venait pour mieux et j'ai eu une grosse défaillance. Clairement, j'étais pas encore au niveau. Et après, du coup, bah, pareil, petite remise en question, on a pris le temps et j'ai rencontré Tom, comme disait Vincent, en 2023. Et ça a tout de suite bien matché entre nous. On s'est dit, vas-y, on va tenter cette année au TIO ensemble. Et en fait, ce jour-là, en 2023, on fait 3 heures de cours, je crois, avec Hugo et Max, du coup, au contact avec eux. Et on se tire à la bourre et c'était vraiment super cool. Et on s'est régalé ce jour-là. On finit 2e parce que bah, ils avaient été quand même plus forts que nous. Mais voilà, pareil, ça a permis de remettre les choses en place. Et l'année dernière, ça a été une bonne saison. Je devais recourir en mixte avec ma compagne. Finalement, elle s'est blessée au dernier moment et j'ai couru avec Alexis Charrier, contre qui j'ai couru pendant ces 5 dernières années. On n'avait jamais couru ensemble. Et voilà, on s'est alignés ensemble à Otillo et là, voilà, on l'a fait, quoi. On a été gagné, donc c'était un nouveau bel accomplissement. C'est ça que je trouve magnifique avec le swimrun, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit sportif. Déjà, à la base, même si ça s'ouvre de plus en plus au solo, mais à la base, c'est quand même du binôme. Donc, ça permet de vivre quelque chose de complètement différent. Pour ceux qui ont déjà vécu des triathlons en équipe, que ce soit en D1 ou D2, voire même des triathlons de campagne en équipe ou des duathlons en équipe, c'est vrai qu'on s'en rapproche un petit peu de cet esprit de corps, de cet esprit véritablement de... Ouais, les mots sont peut-être forts, mais de fraternité, en tout cas dans le sport. Et puis, comme tu le dis, tu cours contre un mec pendant 5 ans, et puis du jour au lendemain, tu dis, bah tiens, je suis en galère, ah, bah moi aussi, bah si on essaie de courir ensemble, ah, bah finalement, on se découvre. Enfin, je trouve ça génial. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, hein. C'est rare que ta femme, bah un jour, elle est un coup de moins bien, et puis que tu ailles voir sa cousine ou sa sœur ou sa pote, parce que... Je te le déconseille, tu risques d'avoir des problèmes, mais... Ah ouais, surtout Eugénie, fais pas ça, parce que là, il vaut mieux jamais rentrer. Bon, du coup, Vincent, c'est bien que tu reprennes la parole. Je te pose un peu la même question. Est-ce qu'on peut repasser un petit peu en revue ton passé de sportif, toi qui viens de la natation, comment est-ce que tu es arrivé dans le swimrun, pourquoi? Enfin, voilà, je te laisse libre cours. Bah alors moi, ça a commencé petit. Moi, mon grand-père est entraîneur d'athlètes, enfin était entraîneur d'athlètes. Et donc, dans la famille, tout le monde faisait de l'athlète. Ma mère, enfin toute la famille, quoi, y passait. Donc, moi, j'ai pas coupé quand j'ai commencé petit. C'est le premier sport que j'ai fait. Et en parallèle, ma mère m'avait fait commencer la natation parce qu'elle voulait que je sache nager. Donc voilà, et puis en fait en Benjamin, j'ai commencé à plutôt bien marcher en natation, à me qualifier en équipe départementale et tout. Et en fait ils m'ont dit, bah, tu peux pas continuer les 2 sports, la natte, faut s'entraîner au moins 4-5 fois semaine, donc faut que tu fasses un choix. Tu peux pas nous dire que tu as 2-3 entraînements d'athlète à côté, donc faut que tu fasses un choix, soit tu vas en athlète, soit tu vas en natation. Et en fait, bon, moi j'étais un peu maso, enfin je le suis toujours un peu, hein, mais c'était mon grand-père qui m'entraînait en athlète parce qu'il voulait pas que j'aille avec les gamins de mon âge, et surtout l'entraîneur qui entraînait les gamins parce qu'il disait qu'il allait nous briser trop tôt et il voulait pas sauter d'étape. Et donc c'était tout le temps hyper tranquille, quoi. C'était vraiment du jeu, l'athlétisme, mais on se faisait jamais vraiment mal, quoi. Alors qu'en natation, enfin même à 10-11 ans, il nous faisait très mal, quoi. Et moi j'aimais ça. Et donc du coup, quand il a fallu choisir, j'ai choisi là où on me faisait mal. Donc je suis parti sur la natation et j'ai arrêté l'athlétisme au grand désespoir de toute ma famille. Mais voilà. Et puis là, ça a commencé. Alors moi, j'ai jamais été excellent. J'ai eu mon petit niveau régional où ça se passait bien, quoi. Mais voilà, par contre, j'ai toujours été un très gros travailleur. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, j'ai toujours aimé beaucoup m'entraîner. Je m'entraînais énormément par rapport au niveau que j'avais. En fait, quand je réalise que je nageais 7-8 fois semaine, alors que j'avais un niveau, je faisais des podiums régionaux, quoi. Tu te dis, c'est ridicule. Mais bon, moi, j'aimais ça. Et tiens, d'ailleurs, est-ce que ce serait pas, avec le recul et avec l'expérience que vous avez, et j'en appelle aussi à toi, Mathieu, mais est-ce que ce serait pas peut-être trop, justement? C'est vrai que ça fait quelques années, je trouve qu'on rediscute de l'intérêt du volume versus la qualité. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de volume versus la qualité?
et que ça a peut-être freiné ta progression à ce moment-là? Alors, je ne sais pas si ça a freiné ma progression. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des mecs qui sont penchés sur la question et qui se sont rendus compte que en fait, on s'entraînait beaucoup trop en volume, très jeune. Et en fait, nous, on a un entraîneur à Bordeaux avec qui je m'entends très bien, qui a l'habitude de dire, en fait, quand vous étiez gamin, vous vous entraîniez à vous entraîner. C'est-à-dire que on a fait une génération où on était increvable à l'entraînement. On était, moi en natte, pour ceux qui ont des refs, on n'avait pas un entraînement dessous de 6 bornes en 2 heures et on montait à 8000, 8002 le plus gros, je pense que j'ai fait en 2 heures. Et après, le plus gros entraînement que j'ai fait, moi, il faisait 20 bornes. C'était un samedi matin, on avait bloqué la matinée, on avait fait 20 kilomètres. Putain, et tu te rends compte, moi je me souviens en 2009, j'ai fait un stage à Font-Romeu, il y avait l'équipe de France junior de natation, les mecs en 5 jours, ils ont fait 120 bornes. Bon, bref, mais c'était un autre monde, hein, parce que mine de rien, 2009, c'était il y a 15 ans, hein. Enfin 16 maintenant. C'était mes années 2007, 2008, 2009, c'était les années où je marchais où je marchais entre guillemets le plus. C'est là où j'ai eu mon meilleur niveau, où j'ai mes meilleurs résultats. J'avais 17, 18 ans. Et, et voilà. Et en fait, oui, aujourd'hui, les mecs ont montré qu'il fallait passer plus de temps à faire du qualitatif que du volume. Et aujourd'hui, les jeunes, s'ils passent les 6 bornes, bon, à part en période vraiment de charge et tout, mais sinon, ils ont plein d'entraînements où ils font 3 bornes, 4 bornes. Nous, ça arrivait jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, voilà. Et Tu parlais des refs, d'ailleurs, il y a un chiffre qui tourne quand même pas mal dans le monde du triathlon et du swimrun, c'est la minute aux 100 mètres. T'en étais où? Loin, en haut ou en bas par rapport à tes entraînements? en bas, ouais. Nous, la minute aux 100 mètres, c'est ce qu'on essayait de faire en fin de série. Et en récup? C'était départ toutes les minutes avec 20 secondes de récup? Moi, je sais, je vois bien je vois plein de tri. Bon, ils vont dire, ouais, machin, il se la pète et tout, mais en fait, faut remettre dans le contexte. Moi, c'était mon seul sport, mais je vois bien plein de triathlètes, leur rêve, entre guillemets, enfin, leur objectif, c'est de faire des départs 1:30. On en discutait avec Mathieu. Nous, c'était des récup. On travaillait des allures 200, allure 400, par exemple. On faisait 8 x 50, allure 400. Et la récup, c'était 8 x 100 départ 1:30. C'était pour qu'on redescende pas trop bas, mais qu'on soit quand même dans une zone de confort, quoi. Grand bac, Ouais. bien sûr. Et, Ouais, moi, je me souviens une fois un entraînement à l'époque où je nageais beaucoup, 3 x 5 bornes par semaine. J'avais dû faire un 8 x 100, départ 1:10. Mais punaise, qu'est-ce que ça tape! Et puis, ça fait des années que j'ai plus fait ça, hein. Enfin, 8 x 100 départ 1:10, c'est très très solide, hein. Moi, je suis pas sûr d'avoir été capable de le rentrer un jour, ou alors vraiment just, quoi. Nous, le truc, c'était 100 x 100 départ 1:30. C'était celui qui arrivait à rentrer son 100 x 100. 100 x 100. Effectivement, il y avait beaucoup de volume, mais je sais pas s'il y avait la qualité en face, parce que quand tu arrives au 80, même tu arrives au 50e, déjà, je sais pas si tu arrives encore à les compter, mais tu arrives au 50e, mais t'as plus de bras, t'es lactique partout. Non, il n'était pas du tout lactique parce que c'est vraiment aéro, tu génères pas beaucoup de lactate, mais en fait, ouais, là où la diff se fait, à ce niveau-là, c'est la lucidité. En fait, au bout d'un moment, il y a des moments où tu as envie de vraiment relâcher, donc du coup, tu te relâches, tu vas nager une 25, et en fait, tout le truc, c'est de pas nager une 30, quoi, parce que sinon, du coup, tu rates le départ et tu sautes. Donc, Ouais, pour ceux qui voient pas, quand on parle de départ, une 30 par exemple, c'est vraiment, on part et on a une 30 pour refaire un deuxième départ. Donc tu peux nager 50 secondes, tu auras 40 secondes pour récupérer. Par contre, si tu nages une 25, bah, tu auras 5 secondes pour récupérer, quoi. ouais, bah, tu nages pas 50. Tu nages. C'était pour illustrer, forcément, on n'est pas tous. Une 20, c'est très propre parce qu'arrive un moment où il y a la fatigue quand même. Mais bon, bref, voilà. Donc, moi, j'aimais bien souffrir en natation. J'aimais beaucoup m'entraîner. En compète, j'étais pas très bon, malgré le fait que j'étais un gros compétiteur. J'étais pas exceptionnel. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant un long moment. Et puis, au bout d'un moment, avec les études, le travail et tout, j'avais plus le temps de m'entraîner autant que ce que je voulais. Donc, moi, je réponds uniquement au volume. Donc, c'est-à-dire que dès que j'arrête de m'entraîner, je suis encore plus nul que je l'étais déjà. Donc, hors de question de faire ça juste pour le plaisir. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai fait du crossfit. C'était un peu la mode de l'époque. Bon, ça l'est toujours d'ailleurs. Et j'ai fait ça pendant
bien 4 ans. Et je me suis éclaté à apprendre plein de choses, plein de mouvements, rencontrer plein de gens parce que l'ambiance est vraiment très bonne. Et donc c'était chouette. Et en fait, jusqu'au moment où je me suis dit, mais ça me manque de faire un sport en extérieur, de respirer l'air frais, et puis de faire du sport d'endurance. En fait, le CrossFit, ça fait mal, mais ça fait pas mal longtemps. Et moi, j'aimais bien ce truc voilà, quand ça durait vraiment longtemps. Et du coup, j'ai regardé pour reprendre à nager et de suite, je me suis intéressé au swimrun parce que j'avais ce copain Tom Rallit qui faisait ça. Et donc voilà, swimrun, j'ai commencé à m'y mettre tranquillement. J'ai commencé à courir. Alors c'était moi qui me gérais ma planif de course à pied. J'avais aucune connaissance de course à pied. Donc autant te dire que c'était vraiment la one again. C'était footing quand j'avais envie de faire un footing. Quand je voulais me mettre des 30-30, des trucs, je faisais ça, mais il n'y avait aucun suivi. Tom, il pétait les plombs parce que il y avait des semaines où je courais pas parce que je nageais 35 ou 40 bornes dans la semaine. Et puis il y avait des semaines où je courais 75 bornes d'un coup parce que j'avais eu du temps pour courir, mais du coup, j'avais pas nagé. Et il me disait, non, mais en fait, faut trouver l'équilibre entre les deux disciplines. Tu peux pas courir une semaine, nager l'autre semaine et rien faire entre les deux. Non, mais c'est comme l'épisode que j'ai publié la semaine dernière, un petit jeune qui se prépare pour son premier Ironman, il disait, moi, j'avais aucune régularité. Bah si, en fait, t'étais régulier dans l'irrégularité. Tu faisais ce que tu voulais comme tu voulais. Mais c'est marrant parce que même avec ton passif de nageur, juste la règle des 80-20, non? Ah non, nous on parlait pas de 80-20 en natation. Tu vois, on parlait du truc. Nous, il n'y avait pas un entraînement sans intensité. Hein. Si t'avais pas enfin nous ça existait pas. Même quand on était en affûtage et encore plus pour quelqu'un qui avait l'habitude de faire du volume comme moi, on diminuait très peu le volume. Enfin parce que si je diminuais trop le volume, je nageais plus comme Axel Raymond. Lui, ils ont essayé avec son ancienne coach. De diminuer le volume, en fait il était nul à chier, donc ils se sont rendus compte qu'il fallait que tout le temps nul à chier, je m'entends, attends, Axel Raymond mais il contre-perfait quoi, et moi c'était exactement pareil. Si tu me dis diminuer le volume en disant ouais il va arriver hyper frais et tout, non, ça allait pas du tout, donc nous on avait de l'intensité à tous les entraînements. Et donc je connaissais pas du tout cette règle du 80-20. Je m'y suis intéressé en fait parce que forcément je me suis dit c'est toi qui te fais ta planif quand même, il va falloir s'intéresser un peu à ce que font les gens. Donc j'ai lu des choses et tout. Et en fait voilà, on a fait notre première course avec Tom, donc au Verdon. On est arrivé. Moi je considère qu'on est arrivé bien préparé. Alors il y avait des choses que j'avais pas du tout anticipées, moi, que je connaissais pas en venant de la natation. C'était l'alimentation et je l'avais clairement sous-estimé. Donc moi je suis parti, on a fait une course de 6 heures, un tout petit peu plus de 6 heures, et j'étais parti avec 3 ou 4 gels quoi. Donc forcément dans la course il y a des moments où ça va pas quoi. Notamment dans le kilomètre vertical que tu prends au Verdon, c'était bof. Mais bon, on a puisé dans les réserves et ça s'est passé. Et donc voilà, en fait, on a adoré avec Tom, on avait vraiment passé une super course. Donc en fait, un peu sous l'adrénaline du truc, on s'est inscrit à d'autres courses, et notamment l'Ultra Côte Vermeille, parce qu'on voulait vraiment faire de l'ultra et tout, nous on aimait quand ça durait longtemps. Et en fait, je suis arrivé à l'Ultra Côte Vermeille, je pense déjà d'une part un peu en surentraînement, parce que en fait, entre les deux, j'ai pas vraiment relâché. Et je me suis dit, il faut que tu t'augmentes encore ton niveau, en fait, au lieu de me dire, attends, le niveau que tu as, il est correct et on va essayer de surfer sur le truc. Donc en fait, je suis arrivé, j'étais déjà un peu cramé. Et deuxième erreur, clairement, Côte Vermeille, il faisait 35 degrés à l'ombre. La course, elle dure 10 heures. Si tu manges pas pendant 10 heures, ça peut pas bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai passé vraiment, je sais plus combien on a mis, 9 heures quelque chose, je crois. 9 heures en enfer, mais vraiment. Du début à la fin, de la première heure à la dernière minute, j'avais l'impression d'être à l'agonie. Le seul mec qui fait un swimrun pendant 8 heures sous hypoglycémie, quoi. Ah ouais, mais c'était clairement ça, hypoglycémie, surchauffe, tout ce que tu voulais, et déshydratation. J'ai pas pissé pendant derrière, j'ai pas pissé pendant je crois 15 heures ou un truc comme ça.
Et ouais, j'ai eu mal au foie pendant 4 jours. Non, c'était vraiment, je suis arrivé dans un état catastrophique. Je pense qu'il fallait pas me faire un bilan sanguin à ce moment-là parce que les mecs, ils m'auraient admis en réanimation, c'est sûr. Et Ce voilà. qui est marrant, tu vois, c'est que, comme tu le dis, hein, déjà, comme dit Christophe Camas, mon entraîneur, on est très mauvais coach pour soi-même. Pourtant, comme Mathieu, hein, t'as un background médical quand même. Alors, même si t'étais en infirmier J'allais anesthésiste, dire, il t'as sait quand de même quoi un il parle. médical. T'es censé savoir comment ça marche, tes fluides, etc. Ah ben je sais très bien encore plus ce qui allait pas, c'est que Tom, avec qui je courais à l'époque, faisait que me le rabâcher en fait. Il faisait que me dire tu manges pas assez, faut que tu t'entraînes à manger à l'entraînement, faut que tu. Et en fait, je disais ouais mais t'inquiète, je m'entraîne et tout. Et en fait, j'ai pas du tout suivi ses conseils. Aujourd'hui, quand on en reparle, on en rigole. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été quand même un sujet d'un peu de discorde entre nous deux. Il m'en voulait de pas l'avoir écouté parce que lui, dis-toi que si moi j'ai passé 9 heures en enfer, lui c'était pareil et voire pire parce que lui il a dû me traîner pendant 9 heures quoi. Et quand tu traînes 70 kilos, c'est pas sympa quoi. Surtout quand tu lui as donné les cartes en main avant pour pas le traîner quoi. Donc voilà, il a fallu qu'on crève l'abcès après, mais c'est vrai que ça a été l'énorme problème de ça. Et en fait, malgré ça, je voulais quand même continuer. Et j'ai appris qu'il y avait un pote de Mathieu, Thomas Desfins, qui lançait des auditions pour trouver un partenaire pour Otilo. Il venait de prendre avec Mathieu, ils avaient gagné la manche Otilo à Engadine. Donc il avait pris un slot pour les championnats du monde, sauf que Mathieu courait avec Tom. Donc Thomas avait pas de partenaire et donc je l'ai contacté. Donc Mathieu, il t'a échangé un tome contre un tome. Ouais. Exactement. Et donc moi j'ai dit à Thomas, je suis ultra chaud et tout. Alors bon, après m'avoir fait passer un entretien d'embauche, j'ai été recruté. Et donc, s'être assuré que tu savais maintenant manger et boire et que tu savais ce qu'il y avait dans chaque bar, quel était le niveau de glucides, etc. Alors là, Mathieu Poulain n'y est pas pour rien parce que du coup, c'est à peine un mois avant. Du coup, Thomas m'a dit ok, je pars avec toi. Si je crois que c'était un mois ou 6 semaines max. C'était 6 semaines parce que ouais, c'était 6 semaines. Du coup, j'ai contacté Mathieu en lui disant ouais, par contre, il me faut un mec qui m'entraîne et qui me fait un plan, un truc. Parce que Thomas Desfins, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vite le connaître. C'est 3e à Otilo cette année, derrière Mathieu. C'est surtout un mec qui court 32 au 10, qui court une 10 ou une 11 sur semi. Moi qui savais pas courir 8 mois auparavant, ça me faisait un peu peur de courir avec lui, quoi. Je me suis dit, tu vas vite te retrouver pendu. Donc, tu as plutôt intérêt à arriver avec toutes les cartes en main. Donc, du coup, Mathieu m'a fait découvrir ce que c'était que la planification pendant 6 semaines. Et ça a plutôt bien marché parce que pour notre premier Otilo, notre première course ensemble avec Thomas, on se connaissait pas du tout. On s'est découvert à 5 jours avant Otilo. On s'est vu en vrai. Et ben, on a quand même fini 8e. donc on était contents. Ouais, nickel. Ça fait rêver. Par contre, ce qui vous sauve aujourd'hui, les mecs, c'est que vous faites un podcast. Hein, parce que moi, je l'ai dit sur le podcast Devenir Triathlète, j'en ai marre. Je veux plus recevoir des gens qui, comme ça, hop, tiens, je vais faire un Ironman, hop, puis je le gagne. Oh, bah tiens, je vais me mettre au swimrun. Je sais pas courir il y a 6 semaines, et puis, il y a 8 mois, puis maintenant, je cours avec un mec qui fait 32 au 10. Non, ça suffit. On arrête sur ce podcast Devenir Tri. Voilà, pour rétablir, vous l'avez compris, et puis vous pouvez regarder sur FFN et tout. Hein. Moi, j'ai jamais été un monstre en natte, et puis en course à pied, encore moins. Par contre, voilà, Mathieu, il pourra vous le dire. Le truc, c'est que je suis un bosseur, quoi. Donc, quand on me dit qu'il faut faire ça, je le fais, et je me donne les moyens de le faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'a sauvé. Et donc, on a décidé de remettre ça avec Mathieu, notre partenariat coaching pour la saison 2024. Et donc, cette saison-là, j'ai couru avec Fabien Besançon. Donc pareil, Fabien Besançon, bien connu dans le monde du swimrun, il gagnait beaucoup de courses. Et en fait, quand il était venu me voir en me disant ouais, moi j'aimerais bien qu'on court ensemble et tout, je m'étais dit oula, mais attends, il est allé où la caméra, c'est quoi le canular, pourquoi ce mec-là il veut courir avec moi? Et finalement j'ai accepté et on a passé une saison ensemble, on s'est régalé. Vraiment, ce mec, c'est un amour. Au-delà du sport, c'est comme tu dis, le swimrun, c'est un sport de binôme. Il faut bien s'entendre avec la personne avec qui on court. Et vraiment, là, j'ai découvert un réel ami. On s'est régalé. Et du coup, on a passé une bonne course et avec en tête toute l'année de faire top 5 à Otilo.
Voilà, là où Mathieu a gagné, nous on avait la prétention d'arriver dans les 5 premiers, ce qui n'était pas donné parce que cette année-là, il y avait quand même une forte concurrence. Voilà, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. On a fini 5e cette année sur Otilo. Est-ce qu'on a pris du plaisir? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on a rempli l'objectif. Bah, toi, forcément, puisque quand ça fait mal, c'est là que tu prends du plaisir. Donc toi, tu as dû en prendre, mais ton binôme, je sais pas. Non, c'est ce que je disais. Si, mon binôme, pareil, lui, il voulait qu'on remette ça. Après, des changements dans ma vie personnelle ont fait que je pouvais pas remettre ça cette année. Mais c'est une course très dure au Tilo, vraiment. Cette année, les conditions, c'était très difficile avec la pluie, le froid et tout. Et là où l'année d'avant, il y avait quand même des moments où j'avais levé la tête et je m'étais dit, putain, je passe vraiment un bon moment, c'est chouette et tout, je suis content d'être là. Là, cette année, j'ai pas vraiment de souvenir de m'être dit ça, quoi. Donc, ça a aussi marqué le fait que j'avais besoin de faire une petite pause sur ces grosses courses-là, en tout cas. Bon, donc 2025, tu seras pas au Tilo normalement? 2025, je ne serai pas à Otilo, c'est sûr, parce que quoi qu'il arrive, j'aurai jamais le volume pour pouvoir courir une course comme ça. Donc je peux pas, c'est un sport de binôme, je peux pas embarquer quelqu'un dans ma chute, mais je serai probablement sur des petites courses de campagne à droite à gauche comme ça pour passer des bons week-ends avec les copains. Bon, si j'arrive à y aller, du coup, c'est peut-être bien, j'aurai peut-être un petit bout de place. Mais encore, hein, moi, mon objectif, si j'y vais avec mon binôme, c'est de finir, de passer la ligne. Très gros plateau annoncé cette année. Hein. Très, très gros plateau annoncé cette année. Je suis content de ne pas avoir un objectif top 5 cette année parce que là, va vraiment falloir se faire mal, quoi. Vincent, tu nous avais dit que tu devais quitter à 13h. On y est. Est-ce que tu veux clôturer sur ta collab ou non, on se dit à bientôt? On peut continuer encore un peu si vous voulez. Ça va. Bah merci en tout cas pour ces précisions. Du coup, maintenant, vous vous vengez, vous allez interviewer, tendre le micro à plein d'autres swimrunners et swimrunneuses. Depuis 10-11 mois que le podcast existe, pour revenir un petit peu sur le sujet du podcast, qu'est-ce que vous en avez appris, retiré, et pas que sur l'aspect sportif, hein, parce que j'imagine que c'est une bonne excuse, comme sur le podcast de notre athlète, pour aller rencontrer tout un paquet de gens qui, bon, pour vous qui sont pas inaccessibles, mais auxquels on pense pas forcément. Enfin, qu'est-ce que vous en avez retiré de ces 11 mois d'expérience du podcast Instant Swimrun? Que ça prend du temps. Je pense que c'est la première chose. Non, vraiment, ça prend énormément de temps, mais le jeu en vaut la chandelle. On a beaucoup de bons retours des gens, mais pas des retours en mode ouais, vous êtes sympa, c'est cool. Des retours en mode ce que vous avez fait, ça nous a aidé. Et en fait, nous, c'était ça à la base qu'on voulait vraiment instaurer. On voulait on voulait créer le podcast pour que ça aide les gens à pas reproduire nos erreurs. Ou les erreurs qui sont communément produites. Et en fait, en ça, oui, on a eu des retours sur les courses et tout, de gens qui sont venus nous voir en nous disant ouais, vraiment, tel épisode, ça nous a aidé. C'est vrai que je faisais ça jusqu'à présent et j'arrivais pas à trouver la solution pour plus le faire. Et ben, grâce à votre podcast, j'ai trouvé la solution. Voilà, ça, moi, c'est les meilleurs retours que je puisse avoir, au-delà du fait de ah ouais, c'était sympa, cette blague elle était drôle et tout, mais c'était aider les gens, c'était vraiment le but premier du podcast, et je pense qu'en 11 mois on a réussi à le faire. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien finalement, parce que c'est aussi notre objectif sur devenir triathlète. Après, je sais pas où, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a arrêté sur une course ou dans la rue. Ah, devenir triathlète, ça m'a sauvé la vie. Enfin, en tout cas, la vie de triathlète. Donc, si vous avez réussi à faire ça, bravo les gars. Ouais, mais le swimrun, c'est une petite communauté, donc tout le monde se connaît, tu vois. Sur les courses, tu te croises, c'est bon, t'es potes, quoi, en fait. Ah mais oui, c'est sûr. Puis des fois, moi, sur des courses, là, ça nous est arrivé où je parlais avec des copains et tout, et il y avait des gens qui venaient me taper sur l'épaule en me disant « Ah, j'ai entendu ta voix, j'ai reconnu la voix du podcast ». Et donc, si, mais comme dit Mathieu, c'est une toute petite communauté, le swimrun, et puis c'est vraiment une communauté qui est en voie d'expansion. Les gens, ils sont en train de s'équiper et tout, et donc on n'a pas toutes les données que vous avez en triathlon, donc en effet on peut facilement aider les gens parce qu'il y a des gens qui testent des choses mais qui n'ont pas toutes les cartes en main pour trouver la solution, et c'est en ça que le podcast peut les aider, quoi.
Pour la petite histoire, j'avais un autre podcast que j'ai repris, qui est à nouveau un peu en pause, qui s'appelle Dans les vestiaires. Et septembre 2020, j'ai fait mon premier swimrun, c'était aux Gorges de la Loire. Alors pas la version XL, mais vraiment la version la petite version avec mon pote Bertrand Soulier. Et j'avais pris mon micro. J'ai pas osé aller interviewer ceux qui avaient gagné la version XL, mais je les avais interviewés après. J'ai jamais publié l'interview, donc j'ai honte. Mais je l'ai toujours sur mon ordinateur. C'était Benjamin Dupin et David Pesquet. Qui sont passés chez vous d'ailleurs, messieurs. J'ai bien aimé l'interview, mais voilà, ça date déjà de 2020, tu vois, mon histoire avec le podcast et le swimrun. Bah, tu vois, pour la petite histoire, Ben Dupin et David Pesquet, ils ont vécu un Nautilo très difficile en 2023, eux. Parce que David était très très en forme et Ben a eu pas mal de défaillances. Il a eu une année très très difficile. Et comme ça peut arriver sur ces longues courses, quand t'as rien avec toi, ça marche pas. Et en fait, c'était resté un peu un sujet tabou après leur course, et ils ont décidé de pas courir ensemble sur la saison 2024. Et en fait, nous, on a eu Ben Dupin sur un interview tout seul. Et en fait, ça les a réconciliés. En fait, que David, il nous dit, il avait prévu d'aller courir. C'est une petite confession qu'il nous a fait, mais il nous a dit, j'avais prévu d'aller courir et je me suis dit, je vais mettre le podcast de Ben. Et en fait, il l'a mis et il est resté assis sur son canapé. Et le podcast de Ben, il dure 2 heures. Hein. Et il est resté assis sur son canapé. Et en fait, dès que le podcast s'est terminé, il l'a appelé. Il lui a dit, putain, faut qu'on parle, quoi. En fait, on a été trop cons. On a vécu des trop belles années. On a vécu trop de belles choses pour que ça s'arrête à cause d'une course à la con, quoi. Et du coup, moi, ça m'a énormément touché que David nous dise ça. Je me dis, mais il y a aussi dans ça qu'on a aidé, c'est à reformer des binômes ou à crever l'abcès sur certains points. Et ça, c'était vraiment une belle histoire, quoi. Magnifique, magnifique. Ça me rappelle le podcast que vous avez fait avec Hugo, qui parlait pas de sport, mais qui parlait justement d'amitié brisée, entre guillemets. Et ça vous a réconcilié aussi un petit peu, Mathieu, non ? Ouais, franchement, ça avait été hyper intéressant, et c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé là pour Benjamin et David. C'est que depuis la fin de notre collaboration, on avait peu parlé, et quand en fait on a eu l'opportunité de faire ce podcast sur l'amitié, donc ça, il s'appelle Friendship, on s'est appelé. On a discuté un petit peu avant pour mettre un peu les choses au clair et dire, mais est-ce qu'on le fait, quoi, en fait ? Est-ce qu'on se lance dans ce podcast où il va falloir parler un peu à cœur ouvert ? Et en fait, en discutant, on s'est dit, allez, vas-y, on le fait. Et quand on y était et qu'on l'a fait, on avait fait en live tous les deux en plus. Ouais, c'était C'était en présentiel par hasard, hein, parce que j'allais sur Paris pour une formation, donc on s'était tous retrouvés là-bas. Et ouais, ça nous a vraiment fait du bien. Ouais, franchement, c'était top. Donc, pour ceux qui l'ont pas écouté, ouais, c'était intéressant. Si j'oublie pas, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Moi, je l'écoutais juste après mon défi Agrippa. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je m'en suis un peu ouvert, mais je me suis brouillé avec mon entraîneur de l'époque. Et c'est vrai que je me disais, je rêve d'un truc comme ça aussi, parce que finalement, même si on s'est brouillé, je lui en veux pas, voilà. Mais j'ose pas prendre le téléphone et l'appeler. Donc peut-être qu'un jour je le ferai, ou peut-être qu'un jour quelqu'un nous tendra le micro comme ça, ou à l'un ou à l'autre, et puis que ça nous permettra de nous retrouver, de nous réconcilier. Elle propose à Solène, du coup, qui est l'hôte du podcast Friendship, de vous inviter. Ça sera une histoire intéressante à raconter. Et puis sinon, tu viens chez nous et tu nous raconteras tout ça. De toute façon, c'est déjà prévu, mais ça marche. Avec grand plaisir. Messieurs, il y a tellement de choses que j'aimerais bien voir encore avec vous, mais ça fait presque déjà 1 heure qu'on enregistre. On va peut-être pas trop surcharger les oreilles de nos auditeurs, et puis à la limite, effectivement, on se donnera rendez-vous dans l'instant swimrun pour continuer la discussion. Comme ça, les auditeurs de Devenir Triathlète qui vous connaissent pas, déjà on les invite à venir vous écouter, et puis si en plus ils veulent avoir une voix suave et familière, ils pourront me retrouver sur votre podcast. On planifiera ça. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie, c'est dingue, hein. En plus, on est entre nous, voilà, donc j'en profite. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, que vous auriez bien voulu voir ou que vous imaginiez aborder aujourd'hui ? Ouais, je sais pas. Je pense que peut-être qu'on aurait pu parler du swimrun de manière plus globale, du développement qui est assez énorme en France, franchement, en ce moment. Et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va continuer à pousser à l'international. C'est vrai qu'on a vu la Fédé de triathlon récupérer sous sa coupe le swimrun. Au début, ça a pu faire des histoires un petit peu, mais au final, on voit qu'on est quand même le pays dans lequel ça se développe le plus.
Donc je conseille où le swimrun, où une fédération française aussi grosse et imposante que celle de triathlon est délégataire de ce sport. Donc je pense qu'effectivement au début on le regarde peut-être d'un œil un petit peu bizarre, mais au final ça fait énormément de bien. Ça plus le reportage de France 2, plus l'intérieur sport d'il y a quelques années. Ouais, clairement. Donc ça a mis une grosse lumière quand même sur le swimrun. Donc je conseille à tous les triathlètes qui veulent devenir swimrunners de venir s'essayer. Déjà simplement. Après de venir essayer. Voilà. Ouais, vraiment, souvent ce que les gens ont peur de la natation et tout, mais quand vous vous inscrivez à un swimrun, regardez juste la plus longue section de natation. Souvent, elle est beaucoup moins longue que la distance sur Ironman. Nous, on n'a jamais de portion de 3 km 8, quoi. Donc, et puis en plus, vous avez des plaquettes, un pool et tout. Donc ouais, moi, j'invite tout le monde à venir essayer le swimrun. Vous allez voir, l'ambiance, elle est vraiment très conviviale. Pour ceux qui en peuvent plus de l'ambiance un peu trop compétitive du triathlon, oui, parce que malheureusement, c'est des fois. Attention à ce que tu dis, on est sur un podcast où ça parle de triathlon, je me rappelle. Mais ouais, les je suis gens très. qui écoutent RMano, il y en a beaucoup qui partagent mon avis. Et n'hésitez pas à venir vous essayer. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un vélo à 15 000 € pour performer. Et surtout, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour prendre du plaisir. Et c'est ça qui est important. Ouais, et puis on l'a dit, on a parlé de binôme. Alors c'est vrai que ça s'ouvre de plus en plus au solo, mais il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que très 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 souvent sur les organisations, enfin sur les sites des organisations, à commencer par Otilo, il y a des bourses au binôme. Donc vous pouvez très bien avoir l'intention, l'envie d'y aller, vous inscrire, et puis après trouver un binôme qui soit engagé aussi. Alors je sais que les règles elles changent aussi, mais il y a aussi l'histoire que quand on qualifie un binôme, notamment pour les championnats du monde, on peut repasser le ticket à quelqu'un d'autre. Alors ça change un peu, je sais, ça évolue. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de faire un point là-dessus, mais typiquement, ça peut expliquer que un Hugo, il se soit qualifié avec toi, et puis finalement, comme tu pouvais pas y aller, il y a été avec Max. À l'époque. Ouais, à l'époque, c'était comme ça. Et justement, Outillo a changé son système de fonctionnement avec un ranking, avec des points individuels. Et en fait, ensuite, on choisit son binôme. Et si le total des points du binôme a suffisamment de points pour être classé dans les temps de premier binôme, dans ce cas-là, il va pouvoir accéder à la finale Outillo. Donc finalement, c'est mieux parce que ça permet quand même à n'importe qui veut découvrir le swimrun d'aller faire une course, de voir. Et puis en fait, même sur d'autres courses qui sont ouvertes au solo, on va souvent se retrouver à courir en parallèle d'autres personnes. Et on va dire, mais tiens, lui, il a le même niveau. Et en fait, quand on partage une course comme ça au coude à coude, derrière, ça donne envie de faire ensemble. Et puis, franchement, on a un peu abordé, mais courir en binôme, c'est quelque chose. Et je pense que ça fait découvrir énormément de choses sur soi-même, à la fois sur la capacité à être patient avec son binôme, mais aussi la capacité à aller chercher toujours plus loin, justement pour son binôme. Enfin, moi, je me suis redécouvert en pratiquant le swimrun en binôme, donc franchement, c'est quelque chose à faire. Commencez en solo, n'ayez pas peur, mais après, aller chercher du binôme parce que c'est hyper enrichissant. Ouais, et puis petit point aussi de règlement, en triathlon, il est interdit pour les hommes et les femmes de drafter ou de courir l'un derrière l'autre, en théorie. Il y a de moins en moins de juges, il me semble, qui alignent pour ça, mais quand on est aux avant-postes, la première femme qui s'abrite derrière un homme, c'est pas toujours bien vu, ça peut même prendre un ticket, un carton. Alors que en swimrun, c'est ouvert au binôme mixte. D'ailleurs, c'est Ben, je crois, qui a gagné avec une jeune femme avec qui il avait quasiment jamais couru, mais c'est très sympa l'épisode que vous avez fait avec lui. Donc ouais, si vous voulez aussi vous tester avec votre conjointe, votre conjoint, ou si vous voulez avoir des ambitions plus élevées, comme par exemple aller au championnat du monde, mais que vous savez que dans votre genre c'est quasiment inatteignable, peut-être qu'en binôme mixte ça peut marcher. Donc vraiment c'est un sport que moi j'apprécie beaucoup, et puis vu sous l'angle ou écouté sous l'angle du podcast Instant Swimrun, en plus ça donne envie d'y aller, quoi. Ah, c'est gentil, tu nous vends bien. Écoute, on est là pour parler réciproquement du podcast aussi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que les auditrices et les auditeurs ont apprécié. Tu l'as dit, on aurait pu rentrer un peu plus dans le swimrun. On a fait quelques épisodes là-dessus, mais du coup, j'en remets une couche, mais c'est l'occasion d'aller vous écouter pour savoir comment ça marche. Et puis, vous l'avez bien dit, le meilleur moyen de savoir, de comprendre, de découvrir, c'est d'y aller, quoi. Je rebondis sur ce que vous disiez, et c'est ce qui ressort souvent de nos invités. Comment est-ce qu'on se met au triathlon? Peut-être la première chose, c'est peut-être pas forcément d'aller pratiquer, c'est juste d'aller voir, en fait, d'aller ressentir l'ambiance. Et sur le swimrun, c'est tellement encore plus vrai, où on ressent cette camaraderie, c'est génial.
Ouais, et attention, le swimrun, c'est pas uniquement un sport de compétition. C'est comme quand vous allez courir, vous pouvez très bien aller faire du swimrun si vous avez un point d'eau pas loin de chez vous. Vous chaussez des baskets. S'il fait un peu trop froid, vous mettez une petite combi et puis vous allez essayer. Puis vous allez vite vous rendre compte que c'est fun, quoi. De sauter dans l'eau, de courir avec les chaussures mouillées, de ressauter dans l'eau et tout. C'est ça l'âme du swimrun. On n'est pas forcément obligé d'aller sur une compétition pour, euh, pour s'y amuser, quoi. Donc n'hésitez C'est pas vrai avec qu'il y vos a, copains à faire ça, quoi. c'est vrai qu'il y a un petit sentiment de liberté comme ça, à pouvoir se balader de terre en mer et sauter dans les flaques. Autant quand on va courir, on supporte pas d'avoir les pieds mouillés. Autant là, en fait, on oublie complètement et enfin, on change totalement de manière de voir les choses. Donc, essayez. D'ailleurs, la grosse question quand on commence le swimrun et qu'on n'a pas forcément envie d'investir dans des chaussures spéciales swimrun, est-ce qu'on fait des trous à la perceuse dans ses chaussures ou pas? Non, c'est interdit ça. Non, franchement, il n'y a pas de chaussures spéciales swimrun. Actuellement, les meilleurs, ils courent avec des chaussures carbone, quoi. Mais des chaussures carbone de route, quoi, sur des parcours un peu roulants. Et sinon, c'est des chaussures de trail vraiment normales. Finalement, le principal, c'est de pas avoir une mousse qui se gorge trop d'eau. Mais de toute façon, l'eau, elle rentre et elle ressortira comme elle peut. Il n'y a pas de souci. Ouais. Puis si vous avez la plante des pieds qui est faite pour ça, les Five Fingers c'est pas mal aussi parce que notamment sur des swimruns où il y a du sable, ça évite de s'en foutre plein les pieds quoi. Alors, c'est sympa, les Five Fingers, mais de mon point de vue de kiné, attention hein, quand même. C'est pas pour tout le monde. Ouais, j'ai bien dit si vous êtes prêt, si vous êtes préparé, etc. Après il y en a qui sont adeptes du barefoot, hein, enfin Ah, mais le barefoot, c'est très bien comme tu dis, quand on y est adapté. Mais malheureusement, peu de gens maintenant, ils sont adaptés à. Bon, voilà, on pourrait y passer des heures aussi si on commence à partir sur ce genre de sujet. c'est le grand sujet. Est-ce que il y a de moins en moins de gens qui sont adaptés ou il y a de plus en plus de gens qui se désadaptent à force de courir avec des chaussures avec des mousses qui amortissent tout. C'est le sujet. Hein. Ah ouais, complètement. Bah, on est tous désadaptés. Hein. Si tu veux. Ah ouais, c'est clair. Voilà, tu me lances, c'est parti. Hein. Allez. Bon, et du coup, où est-ce qu'on vous retrouve l'un comme l'autre cette année en termes de compétition, en termes de zone d'entraînement? Toi, Mathieu, t'es à Montpellier, Vincent, t'es à Bordeaux? Ouais, c'est ça. Moi, je suis à Bordeaux. Alors, pour ceux qui veulent venir me voir, je m'entraîne à la piscine de Mérignac, l'UCP Aqua Stadium. Mathieu est venu profiter d'une petite séance en plein air au soleil et tout. Donc voilà, vous me retrouverez là. Et sinon, ouais, je cours dans les environs un peu partout. Mais et sur les courses, il y a trop rien qui est planifié. Mais je pense que je vais surtout rester dans ma région, qui est la région sud-ouest. Donc ça se jouera sur Hossegor, Biarritz. Voilà, ces petites courses-là que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui fait l'essence de notre sport, c'est les organisateurs locaux, plus que les grosses organisations. Si notre sport il vit aussi bien en France, c'est parce qu'il y a plein de petites courses qui sont organisées. Voilà, donc pour continuer de les faire vivre, ouais, je vais aller, je pense, faire un petit tour du côté de ces courses-là. Et toi, Mathieu, de ton côté? Bah, moi, Montpellier, hein, du coup, hein, à l'année, au moins, on a des meilleures conditions quand même pour s'entraîner, même si aujourd'hui il pleut et qu'en ce moment, c'est pas la folie. Mais ouais, à partir de mars, venez au lac du Crès, c'est un petit lac à côté de Montpellier. Il paye pas de mine comme ça. C'est une petite mare à canard, mais franchement, on y passe des séances de swimrun assez sympas. Donc à partir de mars-avril, vous pouvez venir en profiter. L'avantage, c'est comme il fait quand même assez chaud, on peut attaquer assez tôt le swimrun, sachant que je suis frileux. Donc je sais qu'il y en a qui pratiquent toute l'année. Moi, c'est pas possible, je suis désolé. Mais Même une combinaison néo à manches longues, non? ouais, non, franchement, c'est pas du plaisir quand l'eau elle est en dessous de 10 degrés. C'est plus possible. T'as le mec qui était à Otilo en Suède et qui te dit oh, je m'entraîne pas quand il fait moins de 10 degrés dans Je l'eau. t'ai pas dit que je m'étais régalé à Otio. Hein. Faut se faire hein, pour être beau. Hein. Après, sinon, au niveau des courses, moi, je serai un petit peu partout en France, à l'étranger. Je vais surtout courir sur le circuit France cette année, puisque le championnat de France qui était sur une course avant passe sur un format avec 4 étapes plus une finale, où il faut participer à au moins 2 étapes plus la finale pour être classé. Enfin, on peut être classé en faisant moins, mais voilà, pour avoir une chance de marquer le maximum de points. D'ailleurs, je peux conseiller à tout le monde d'aller se lancer là-dessus. Ça serait un petit circuit assez sympa. Donc ouais, je vais soutenir un petit peu la Fédé là-dessus et m'aligner pas mal sur ces courses-là. Quelques manches au TIO, quelques manches un peu plus locales, des petites courses à côté de la maison aussi. Et
notamment aussi une grosse course avec l'Ultra Côte Vermeille. À part au Tio, j'ai jamais fait d'autres ultras et donc là je vais tester ça cette année avec Alexis Charlier justement. Donc ça peut être sympa. Tiens, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Engadine. Un petit retour vite fait sur Engadine. Est-ce que c'est aussi dur qu'on le dit? Est-ce que c'est pire qu'Otilo? Enfin, pire que Otilo en Suède. C'est complètement différent. Moi, c'est pas compliqué. J'ai 2 expériences là-bas. Une fois, j'ai fait une hypothermie et j'ai bâché. C'était avec Hugo en 2020. Retour de Covid, première course, bam. Bon. Plié. Et 3 ans après, en 2023, j'ai couru avec Thomas Dauphin et j'ai gagné. Donc là, ça m'a paru incroyable. Mais non, franchement, la course est dure. Les lacs sont assez frais. Ça dépend, ça peut être entre 10 et 14 degrés. Ce qui est plus dur finalement, c'est le dénivelé. Mais c'est une course qui est vraiment magnifique. Enfin, le site, c'est incroyable. Et c'est une course complètement différente d'Otio. Ça reste quand même moins long en temps d'effort. Et c'est toujours pareil, avec une bonne gestion de course, tout passe. Et une bonne alimentation, n'oubliez pas ce que Vincent a dit tout à l'heure. Ouais, et puis je pense que c'est comme Otilo, c'est très climato-dépendant. C'est-à-dire s'il fait beau, et en Suisse des fois il fait beau, hein, on va pas trop bâcher les Suisses non plus, hein, mais s'il fait beau c'est agréable. Par contre, s'il flotte et qu'il fait froid, ça doit être invivable. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais franchement, la plupart du temps, on a eu quand même assez beau. Donc franchement, si on tient bien le froid, c'est une course qui passe bien. Le parcours a été légèrement modifié depuis 2-3 ans. Là, il est plus équilibré. Il y a moins d'enchaînement de longues natations qui faisait qu'on se refroidissait énormément. Et moi, c'est ce qui m'avait coûté cette hypothermie. Donc, franchement, le parcours actuel est vraiment sympa et je recommande la course. D'ailleurs, Otio a fait un sondage il n'y a pas longtemps sur leurs réseaux sociaux. Et c'est la course qui a été plébiscitée comme la plus belle par leur communauté. Ouais, ça c'est marrant, j'aurais dit Cannes, parce que Cannes a quand même bonne presse aussi, non? Ouais, mais ils se sont fait éliminer par une autre course, je sais plus pourquoi. Après, ils avaient mis en jeu aussi des courses aux États-Unis, et donc après, finalement, bon, c'est aussi dépendant de la masse. Mais je crois que Engadine, en fait, s'est retrouvé en confrontation avec Cannes et ça s'est joué à 1%. Ouais. C'est les 2 courses où il y a le plus de monde en général. Mais là, Mathieu va découvrir l'Ultra Côte Vermeille, et pour le coup, l'Ultra Côte Vermeille est vraiment plus dur qu'Otilo. Bon, on suivra ça. De toute façon, vous allez faire un petit compte rendu sur votre podcast. Bien évidemment. C'est prévu. J'ai hâte d'entendre Mathieu répondre aux questions de Vincent. C'est demandé depuis tellement longtemps, mais on va se programmer ça parce qu'on interviewe plein de gens, tout niveau confondu, mais c'est vrai que on n'a même pas interviewé le champion du monde 2024, quoi. Donc. Ouais, c'est bon. Il n'y a rien à rajouter là. Il fait le timide. Il va falloir le décoincer, Vincent. Faudrait qu'on, un de ces 4, on arrive à se croiser sur une course. On va faire ça avec les vrais micros en présentiel, tu vois, comme à l'ancienne. Et puis ça va être sympa. Avec plaisir, ouais. Mais tu viendras nous raconter du coup où est-ce qu'on risque de te croiser cette année? Ouais, écoute, je sais pas. On verra comment est-ce qu'on va planifier ça. Si on fait les choses avec Fergus Leleu, un des anciens invités du podcast, avec qui on essaie d'avancer sur un projet dont j'ai déjà parlé en off à Mathieu, mais je vais pas trop le dévoiler pour l'instant. Et puis si ça marche, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser. Au pire, tu sais, Montpellier-Toulouse, c'est pas très loin. Hein. Un petit coup de canade du midi, et puis en mode swimrun, ça peut marcher. Hein. Ça se tente. Il y a 250 bornes, tu montes, tu sors, tu doses. De toute façon, toi, t'es rodé à ça maintenant. Ouais. Non, mais pour revenir juste sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que on parle d'hypothermie notamment sur Engadine que tu as pu faire. On le rappelle, hein, l'objectif du swimrun, c'est d'alterner la natation et la course à pied, et la course à pied et la natation, etc. Donc effectivement, même si on peut avoir un moment très chaud sur des portions de course à pied qui sont longues, où on est avec une néo manche longue, où on n'a pas forcément les tenues qui sont adaptées aux conditions climatiques du jour, quand on se remet dans l'eau, au début, on a l'impression que ça fait du bien et que ça rafraîchit, mais quand tu passes d'une température extérieure qui est à 20, 25, 30 degrés, puis que tu plonges dans une eau à 15 degrés, tu te refroidis très, 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 très vite, même en néo. Donc voilà, c'était pour illustrer un petit peu ce dont on parle. Ah ouais, complètement. Moi j'en suis la preuve. C'est vraiment un gros souci pour moi, le froid. Mais voilà, justement, il y a des moyens de faire avec et de progresser.
Bon, on en parle pas mal dans nos différents épisodes puisque c'est un sujet récurrent pour moi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé justement de ce que je comprends était à la base de votre podcast, c'est-à-dire apporter des informations, apporter du contenu, peut-être aussi faire un peu de test de matos, etc. Quand on y pense, on part sur une course comme Otilo qui dure 8, 9, 10 heures, où l'objectif est de finir la course comme avec le même matériel que celui qu'on a commencé, aux pelures de banane près et aux emballages de gel. Mais justement, où est-ce qu'on met tout ça? Où est-ce qu'on met les ravitaux? Est-ce qu'on a des poches dans les néoprènes spécifiques pour le swimrun? Est-ce qu'on prend des gilets? Est-ce qu'on prend du matériel? Enfin voilà, on aurait pu aborder aussi ce sujet-là. C'est des choses que vous abordez vous sur le podcast, sachant qu'un podcast c'est audio, donc faire du test de matos sans le visuel, ça doit pas forcément être idéal. Vincent, tu veux répondre? Merci les gars, je vais pouvoir me taper le montage sur les blancs, c'est cool. C'est un des premiers sujets qu'on a voulu traiter, c'est le testing des combinaisons. En effet, en mettant en face à face plusieurs marques de combinaisons. Parce que oui, on a des poches dans les combinaisons, mais on a aussi d'autres moyens de transporter du matériel avec des tops qu'on met sous la combinaison. Et voilà, tout ça, vous avez un épisode de testing sur ça. On a un épisode de testing sur les pull buoys. Vous savez, que vous mettez entre les jambes pour permettre à vos jambes de flotter. On a un épisode de testing sur les plaquettes également, parce que même si c'est pour certains, on se dit une paire de plaquettes, c'est une paire de plaquettes. En fait, quand on la porte pendant 10 km, on va se rendre compte qu'il y a des paires de plaquettes qui sont adaptées pour nous et d'autres moins. Donc on fait ça et on essaye de rendre ça le plus visuel possible, malgré le fait que ce soit purement auditif comme tu dis, mais on essaye d'apporter notre expertise à nous, alors surtout l'expertise de Mathieu parce que c'est lui qui a des années dans le swimrun, mais aussi l'expertise d'autres personnes. C'est pour ça aussi qu'on fait intervenir beaucoup de monde, parce que on a tous testé plein de choses et je pense qu'on se nourrit de l'expérience de chacun, peu importe le niveau. Encore une fois, c'est vraiment il y en a qui ont peut-être jamais fait de podium sur World Series, mais par contre qui font du swimrun depuis 10 ans et qui ont testé encore plus de choses que Mathieu. Donc ces gens-là aussi, on leur donne la parole, et je pense que c'est la force de notre podcast par rapport à certains podcasts qui sont un peu élitistes. Alors je parle pas du tout du tien, mais c'est vrai qu'il y a des podcasts dans lesquels on n'a que l'élite du sport en général, et je trouve ça dommage. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir la vision des gens qui sont plus amateurs mais pas inexpérimentés. Attention à pas confondre. Merci. Je prends. Même si je trouve qu'on a parfois un petit peu trop d'élite, mais ça tombe bien. Moi, je suis toujours là pour faire l'idiot, pour faire le clown de service. Donc, je suis content d'entendre que ça va. On n'est pas classé parmi les podcasteurs élitistes. Après, comme dit Vincent, on a vraiment des épisodes qui sont dédiés à du matériel, mais en fait, dans chaque épisode, avec les gars et les filles qui interviennent, on leur demande en fait comment ils fonctionnent, et ils ont souvent tendance à donner des petits tips. Donc, il y a toujours des choses à prendre chez chacun. Et à tout niveau, franchement, il y a des petits tips qu'on a découverts, même moi, après 5-6 ans à faire beaucoup de swimrun, à essayer beaucoup de choses, chez des gens qui vont pas forcément finir devant, mais qui ont apporté des petites idées qui sont nouvelles et qui, en fait, nous permettent de gagner du temps derrière. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. On avait fait un épisode aussi qui s'appelait le guide du swimrunner, un truc vraiment pour lancer et poser les bases, quoi. Et après, vraiment, le matos, c'est beaucoup plus spécifique. Et puis, pour ceux qui veulent faire Otio, on avait aussi fait tout un épisode dédié à Otio. Donc, si jamais tu peux y aller, je t'invite à l'écouter. Ça va, je vais aller écouter ça. De toute façon, à un moment, quand je vais reprendre l'entraînement, il va falloir que je remette les écouteurs et puis que je fasse un petit peu de binge listening de votre podcast. Et pas que. Les gars, merci beaucoup. Allez, une dernière fois, juste pour la route, vous nous redonnez le nom de votre podcast pour ceux qui l'auraient pas bien compris. Dites-le posément, parce que ceux qui nous écoutent en x1,5, comme ça, ils vont bien entendre comment ça s'appelle. Ça marche. Du coup, c'est l'instant swimrun. C'est caché, hein. Ouais. Et surtout, c'est swimrun, hein. C'est pas swim and run, s'il vous plaît. Attention.
Bon, merci beaucoup les gars. Je vous souhaite une bonne après-midi. Vincent, désolé d'avoir fait légèrement déborder le timing d'une demi-heure. Et puis, peut-être qu'on se croisera un de ces quatre en vrai. Ça marche. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir accueillis sur ton podcast. Vraiment, on s'est régalé et hâte du prochain épisode. Avec plaisir. Puis je vous rappelle, juste entre Bordeaux et Montpellier, il y a Toulouse. Donc, c'est ce que j'étais en train de me dire. Crois chez moi, ça marche. On se fait ça pour le prochain enregistrement. Il suffit de suivre le canal du midi. Ouais, ça marche. Merci Allez, encore merci. Ciao. Ciao. Damn.